Or, curieusement, Oui. notre pays ultra centralisé, on voit aujourd'hui la communication politique est même extrêmement centralisée aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui se passe, la gestion du Covid en Bien Allemagne, sûr. du Covid en France, si on a plus de difficultés, c'est aussi parce qu'effectivement, une approche nationale est moins adaptée à la résolution d'une crise de ce type qu'une approche qui est de nature régionale ou fédérale. On le voit. Et C'est aujourd'hui, notre problème. Mm. pour résoudre la crise, on Mm. a recours à qui? Je crois au maire, parce qu'il y a cette proximité. Or, comme ce centralisme est intéressant quand il fait de l'aménagement de territoire, quand le centralisme français a fait les grandes routes, les réseaux de routes, et c'était un atout de la France. Mais on a finalement, de façon assez paradoxale, il n'y a plus d'aménagement de territoire. Et là, il y a une question très concrète qui va se reposer, c'est que vous avez des activités, on a dit qu'il faut les relocaliser. On voit bien que les activités, la production de masques, la production pharmaceutique, on sait qu'il va falloir relocaliser. Eh bien, ça, c'est une réponse qui, effectivement, doit être travaillée par l'État en coopération avec les collectivités. Mais aujourd'hui, l'UMI a presque disparu en France. Mais oui, Je suis tout à fait en accord, oui. Le centralisme a un inconvénient, c'est que, et on le vit de plus en plus ces dernières années, on avait vécu la décentralisation qui avait donné des moyens financiers, et comme disait à l'instant Manuel, la décentralisation s'est traduite souvent d'ailleurs par la construction de lieux culturels, parce que finalement, les responsables locaux, ils ont envie d'avoir une ville polycentrique, parce qu'ils veulent une ville. Et notre défaut, moi je vais vous dire des expériences qui sont des expériences vraiment d'élus. Rapidement, Monsieur Dumadia, si vous voulez bien, parce qu'on va essayer de prendre quelques questions ensuite. Alors, juste deux exemples intéressants. Aujourd'hui, la politique du logement social, qui est si importante, le critère de proximité n'est jamais pris en compte. Et même, exactement, il était contraire. Il ne fallait pas parler de proximité. Et on est en train d'inventer un logiciel qui vous classe au niveau national, alors qu'il existait avant les commissions d'attribution qui déjà tout de même essayaient, quand vous aviez un hôpital, on essayait de mettre les infirmières. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est complètement fou de penser que le logement social en France, on exclut le critère de proximité. Ce qu'on vient de vivre là, c'est qu'on avait besoin de nos infirmières à côté de l'hôpital. Donc, on était obligé de réquisitionner les hôpitaux, etc. Mais dans les autres pays, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que finalement, elles sont proches, parce que les logements sociaux, ils ont droit un peu en priorité d'être proches de l'hôpital. Donc voilà, ça, c'est les critères, au fond, assez paradoxaux de notre pays, qui ont fait une culture ultra centralisée. Et l'évolution que je vois depuis ces dernières années, avec cette perte d'autonomie financière, fait que ça renforce. Je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça un dernier. Pour l'histoire de la planification, c'est pas le terme planification n'est pas bon, mais on ne faut pas laisser totalement le marché jouer, parce que dans ma ville, par exemple, on a réaménagé autour de la gare des Chantiers un pôle important. C'est moi la ville a racheté les terrains pour gérer l'opération. Et j'ai dit, on fait 50% de logements, 50% de bureaux, parce que la ville de Versailles, historiquement, n'a pas de bureaux. Comme j'avais acheté les terrains pour maîtriser l'opération, vous imaginez qu'on a beaucoup perdu en charge foncière en faisant des bureaux plutôt du logement. Parce que je me suis dit, tout de même, cette ville, le problème de cette ville, c'est qu'il n'y a pas de bureaux, à la différence d'autres villes à côté. Et donc, tous les gens sont obligés d'aller à Paris. Mais bien, je peux vous dire que j'avais une interdiction au niveau de la région, de la préfecture de région, parce qu'il fallait qu'au niveau de la région Île-de-France, on fasse essentiellement du logement et non pas du bureau. Mais non, je suis désolé, ça voulait dire qu'on allait encore obliger les gens de cette ville à aller. Mais une illustration. Tout à fait en accord. Oui. Merci beaucoup, c'est passionnant, mais voilà. Je pense que vous allez pouvoir continuer sur votre propos parce qu'il y a un certain nombre de questions, François Demazière, qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à la question de Olivier Razemont qui dit clairement l'hypertrophie francilienne est un problème et l'était déjà avant. Espérez-vous convaincre les autorités politiques de la région Île-de-France qui continuent à parler d'attractivité, à vouloir construire 70 000 logements par an et à concurrencer Londres? Il y a Chantal André qui s'interroge sur est-ce qu'on va vers une révision générale des PLU à la sortie de la crise. Et enfin, Jacques Paquet, le rédacteur en chef du Journal du Grand Paris, qui pose aussi une question sur comment réduire l'intérêt pour les maires de vendre cher leur foncier.
Donc voilà, François de Mazières, vous avez peut-être quelques réactions. Manuel Gautran, j'ai vu que vous commenciez à répondre à Olivier Rasmond Oui, sur la question des vélos par je pense écrit. qu'il n'a pas compris mon propos tout à Effectivement, l'heure. peut-être que ça permettra d'avoir des débats par écrit, des débats par oral, ça Mais permettra des réponses assez courtes, si vous voulez de bien, peut-être pour répondre. que chacun puisse peut-être s'exprimer. Voilà. Merci. Monsieur de Mazières, vous voulez répondre à… Oui, alors j'ai beaucoup parlé, je remonte très rapidement. Oui, je partage totalement l'idée qu'il faut repenser cette pression à construire en Île-de-France. Les 70 000 logements par an, c'est comme ça qu'on fait des bêtises, parce qu'on n'intègre pas le temps. Je pense qu'effectivement, on va avoir sur les PLU. Les PLU, il faut intégrer ce qu'on vient de dire, ce que vous avez très bien exprimé là tout à l'heure, Catherine, c'est vrai. Il faut intégrer cette nécessité de pluralité des fonctions. Il faut intégrer aussi la préservation des espaces verts, parce qu'il y a une telle pression à construire que parfois on arrive à oublier même des squares et des jardins. Haussmann y avait pensé, il faut qu'aussi on reste capable de penser à ça aujourd'hui. Et puis la dernière, c'était la valorisation du foncier. C'est ce qu'on disait, si vous voulez, le foncier, tant qu'il n'y a pas une politique d'aménagement du territoire, le foncier parisien et le foncier des villes autour, surtout les villes appréciées, il va continuer à monter. Donc, il faut une politique d'aménagement du territoire pour laisser cette pression. Sur le logement, je voudrais dire aussi que, bon, bien sûr, construire du logement neuf est indispensable. Hein, le mal logement est une réalité en Île-de-France. Néanmoins, il me semble qu'il faut absolument mettre l'accent sur la rénovation du logement existant. C'est en période de crise écologique telle que nous la vivons, le principal mal logement, en fait, il est dans le logement ancien, dans les copropriétés dégradées, il est là. Les logements neufs que nous construisons, ils sont tous trop petits. Ça, je suis tout à fait d'accord, et peut-être qu'il faudrait y faire une polyfonctionnalité aussi avec des espaces partagés, et de travail, mais l'important, l'accent, il faut absolument mettre l'accent de la politique du logement sur la rénovation du logement, en créant dans ces logements anciens des logements où rentre la lumière, ou avec des espaces extérieurs, avec des possibilités, en lien avec le stationnement de l'automobile aussi, hein, qui est un vrai problème, pas dans Paris, mais en périurbain. Donc tout ça, on vivra dans 50 ans dans une majorité de logements qui sont déjà construits, et eux, il faut qu'ils soient économes en énergie et agréables à vivre. Mirko, c'est un peu la base de votre travail aussi, non? Oui, en fait, la problématique, justement, elle vient de là. C'est effectivement la rénovation, oui, mais le problème, c'est qu'on a affaire avec un grand parc de logements privés. Et donc, les logements privés, on ne sait pas trop, à part par des subventions d'État, en fait, aller aider. Il n'y a que l'État, hein, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent intervenir, bien sûr. En fait, il y a l'État, il y a aussi les élus. M. de Mazières le sait, en fait, il peut préempter des fonciers. Nous, ce qu'on propose, bien sûr. Nous, ce qu'on propose dans le pavillonnaire, par exemple, on pense que l'élu préempte des pavillons qui sont vétustes et qui sont en mauvais état, la plupart du temps abandonnés, pour pouvoir regrouper des parcelles et créer un double de logements pavillonnaires avec les mêmes qualités de la maison individuelle, en trouvant des typologies différenciées. Ce qui fait qu'il y a déjà une accession possible par d'autres personnes qui n'ont pas accès au pavillon, qui ont au minimum un T3. Donc là, on propose T1, T2, T3, T4, T5, c'est-à-dire des usagers très différents, une mixité du coup aussi d'usage et en pérennité, parce que ces logements-là, on lui donne la résilience nécessaire à pouvoir évoluer dans le temps. À la fois les grands devenir petits, les petits devenir grands, avec des possibilités d'extension. Donc, ce maillage qui correspond à l'imbrication, qui est notre concept, qu'on porte déjà depuis 4-5 ans, en l'occurrence à Gennevilliers, permet, tout en restant dans les gabarits urbains, parce que ce que je disais tout à l'heure, la contextualité est importante. Il ne s'agit pas de faire des tours de partout pour pouvoir densifier. Il faut juste faire la différence entre densité et promiscuité. En fait, la densité, c'est une chose, avec ses avantages contre l'étalement, qui est pour nous, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas aller vers c'est la catastrophe écologique. Et rester, par exemple, dans une ville qui n'est moins dans la promiscuité. C'est-à-dire, aujourd'hui, la grande défaut
du logement, c'est le fait qu'on est trop un sur l'autre, parce qu'ils sont mal construits, parce qu'on a un héritage effectivement à rénover. Donc cet étage, il y a une rénovation à faire intelligente, et aussi une micro-couture urbaine dans le foncier, comme Sibylle proposait aussi dans sa partie, de venir retrouver du foncier aujourd'hui qui existe et construire la ville sous la ville, mais de manière intelligente et durable. Avec, encore une fois, j'insiste, parce que sur les modèles constructifs aussi. La construction bois est très à la mode en ce moment, mais si on ne lui donne pas les moyens d'être efficace, c'est-à-dire moins cher, donc accessible, et donc venir d'un ne pas apaiser trop dans le coût du mètre carré, on ne peut pas utiliser ça. Mais il y a des moyens. La préfabrication aujourd'hui dans la construction bois permet d'être beaucoup moins cher, délocaliser aussi la production, donc créer des emplois localisés, donc la ville polyurbaine aussi, en fait, de venir trouver des emplois en dehors des chantiers qui sont très localisés dans les zones denses, et en fait retrouver aussi une espèce d'interaction et décentralisation économique aussi, en fait. Merci, Mikko.